Mon frère a reçu une Rolex lors du dîner organisé pour fêter son diplôme. Quand ce fut mon tour, mon père a commandé le dessert et a changé de sujet. Je suis resté assis là pendant encore 1 heure, puis je me suis discrètement éclipsé. Je n'y suis plus retourné depuis. Le mois dernier, il m'a enfin demandé pourquoi. Je m'appelle Antoine. J'ai 29 ans et je veux vous raconter la soirée où j'ai enfin compris quelque chose que j'avais passé la majeure partie de ma vie à feindre d'ignorer. Je n'étais pas moins aimé. Ce mot, amour, n'est pas vraiment ce dont il s'agit. J'étais moins pris en considération, moins visible, moins digne qu'on s'y attarde. Et j'ai compris cela en regardant mon frère déballer une Rolex lors d'un dîner de célébration, tandis que mon père attrapait la carte des desserts et changeait nonchalamment de sujet quand venait mon tour d'être célébré. Je sais que cela peut paraître anodin présenté ainsi. Une montre, un dîner, un père distrait. Mais je pense que vous savez déjà que ce n'était pas rien. Si ce n'était rien, je ne serais pas ici et je serais rentré à la maison pour Noël. Laissez-moi revenir en arrière, car cette histoire n'a pas de sens sans le contexte. Et le contexte, c'est en gros toute mon enfance. J'ai grandi à Nantes, le cadet de 2 garçons. Mon frère aîné s'appelle Guillaume. Guillaume a 3 ans de plus que moi, ce qui signifie qu'il a toujours été le premier. Le premier à conduire, le premier à sortir avec des filles, le premier à obtenir son diplôme, le premier à faire tout ce qui comptait dans notre maison. Dans une autre famille, l'ordre de naissance n'est qu'un fait. Dans notre famille, c'était traité comme un système de classement permanent. Guillaume passait en premier. Guillaume restait le premier. Et quelque part en cours de route, mon père a décidé que c'était simplement ainsi que les choses devaient être. Et il n'est jamais vraiment revenu sur cette décision. Mon père s'appelle Richard. Pour ses amis, c'est Richard. Papa pour moi, bien que je reconsidère ce titre depuis environ 1 an maintenant. Il a 61 ans, a pris une retraite anticipée d'un poste de cadre supérieur dans l'industrie, joue au golf 3 fois par semaine et possède une de ces personnalités où il croit sincèrement être juste et raisonnable en toutes circonstances. C'est la partie qui rend les choses compliquées. Il n'est pas méchant. Il n'est pas cruel. Il ne m'a jamais crié dessus, ne m'a jamais insulté et n'a jamais rien fait qu'il aurait été facile de pointer du doigt en disant « Voilà, c'est ça le problème ». Il a juste continué à choisir Guillaume tranquillement, systématiquement, encore et encore, de manière qui était facile à justifier individuellement, mais impossible à ignorer collectivement. Ma mère, Hélène, est le genre de femme qui arrondit les angles. Elle est chaleureuse et elle aime ses enfants. Je le crois sincèrement. Mais elle a cette habitude de décider que la paix est plus importante que l'honnêteté. Quand j'abordais un sujet étant enfant, pourquoi Guillaume a-t-il eu la plus grande chambre? Pourquoi a-t-il pu aller en stage de foot et moi j'étais inscrit au club de quartier? Pourquoi son bulletin de notes était-il sur le frigo et le mien m'a-t-il juste été rendu? Elle disait quelque chose comme « Antoine, tu sais, nous vous aimons tous les deux de la même façon. » Et puis elle enchaînait sur ce qu'il y avait pour le dîner. Elle ne mentait pas exactement. Elle ne répondait tout simplement pas. Guillaume et moi ne sommes pas ennemis. C'est l'autre partie compliquée. Ce n'est pas un méchant qui se frotte les mains en se vantant de son statut de favori. C'est juste un type qui a grandi en obtenant des choses et qui a supposé qu'il les méritait, ce qui est un résultat tout à fait prévisible quand on est l'enfant chéri dans un foyer qui ne se remet jamais en question. Nous ne sommes pas proches, mais nous sommes cordiaux. Nous pouvons être dans la même pièce. Nous pouvons survivre à un repas de fête. Pendant longtemps, je me suis convaincu que c'était suffisant. L'histoire de la Rolex s'est produite il y a 18 mois. Guillaume a obtenu son master d'une grande école de commerce assez réputée. Je lui accorde ça. Il a travaillé pour l'avoir. Ma famille lui a organisé un dîner de célébration dans une belle brasserie du centre. Le genre d'endroit avec des cartes en cuir et des serveurs qui se présentent et remplissent votre verre d'eau avant qu'il ne soit à moitié vide. Nous étions 12 à une longue table. Mes parents, Guillaume, sa petite amie Chloé, ma tante et mon oncle, quelques amis de Guillaume, et moi avec ma copine de l'époque, Camille. Le dîner était agréable. J'étais heureux pour Guillaume. Sincèrement, obtenir ce genre de diplôme est un véritable accomplissement. Et je n'étais pas assis là à ruminer. Je passais un bon moment, buvant un vin correct, mangeant une entrecôte qui coûtait 42 € et valait chaque centime. Et puis mon père s'est levé, a tapoté son verre et a apporté un toast. Un vrai toast.
5 minutes d'émotion. Parlant de la fierté qu'il ressentait, de la dureté avec laquelle Guillaume avait travaillé, de la façon dont il avait toujours su que Guillaume était destiné à de grandes choses. Il a eu les larmes aux yeux à la fin. Ma tante avait la main sur le cœur. Puis mon père a cherché sous la table et a sorti un petit écrin bleu marine. À l'intérieur se trouvait une Rolex. En acier inoxydable, style classique. Le genre de montre qui annonce que quelqu'un a vraiment pensé à vous. Là, il avait l'air sincèrement surpris. Il y a eu des applaudissements. Chloé a pris une photo. C'était un vrai moment. 3 mois plus tôt, j'avais obtenu ma licence en comptabilité. 4 ans de cours du soir tout en travaillant à plein temps parce que je n'étais pas allé directement à l'université après le bac. J'avais passé 2 ans à travailler pour économiser de l'argent, puis je m'étais inscrit, puis j'avais dû prendre un semestre de pause suite à un souci de santé qui avait épuisé mes économies. Ainsi, 4 ans se sont transformés en 5 ans et demi, mais j'y suis arrivé. J'ai validé 31 crédits lors de mon dernier semestre pour finir. Et j'étais fier de moi d'une manière qui était privée et réelle. Ma famille est venue à la cérémonie. Nous sommes allés déjeuner ensuite dans un bistrot italien décontracté, pas une grande brasserie, mais c'était bien. Je n'avais pas besoin d'une grande brasserie. Mon père a payé le repas, m'a donné une carte avec 200 € dedans, m'a dit félicitations et a parlé du trajet de retour pendant environ 10 minutes parce qu'il y avait eu des travaux sur le périphérique. C'était tout. Pas de toast, pas d'écrin, pas de larmes aux yeux. Je me disais que ce n'était pas une compétition. Je me disais qu'un master d'une grande école est différent d'une licence d'une université publique. Je me suis dit beaucoup de choses de la façon dont on le fait quand on a eu toute une vie d'entraînement à justifier un sentiment qu'on ne veut pas avoir. Mais ensuite, j'étais assis dans cette brasserie à regarder mon père remettre une Rolex à mon frère, et quelque chose en moi est devenu très silencieux et très clair. Vers le milieu du dessert, ma tante, la sœur de mon père, une femme nommée Laurence, qui n'a jamais édulcoré une seule chose de sa vie, a regardé mon père au bout de la table et a dit « Richard, Antoine n'a-t-il pas obtenu son diplôme, lui aussi, il y a quelques mois ?» Elle n'essayait pas de provoquer quoi que ce soit. Elle était juste Laurence. La table est devenue un peu silencieuse. J'ai regardé mon père. Il a levé les yeux de sa crème brûlée, m'a souri et a dit « Antoine, oui, nous sommes fiers de lui aussi. » Et puis il a demandé au serveur s'il était possible d'avoir plus de café. C'était ça. C'était tout. Je suis resté assis à cette table pendant encore 1 heure. J'ai souri quand j'étais censé sourire. J'ai ri à une blague qu'un ami de Guillaume a faite sur ses examens. Camille m'a serré la main sous la table parce que Camille a toujours su. Et quand l'addition est arrivée et que les gens ont commencé à rassembler leurs vestes, je me suis levé, j'ai serré ma mère dans mes bras, j'ai félicité Guillaume une fois de plus et j'ai dit que j'étais fatigué et que je devais me lever tôt le lendemain matin. Je suis rentré chez moi très calmement. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas défoulé sur Camille. J'ai juste senti quelque chose se mettre en place, comme une porte que j'avais laissée entr'ouverte toute ma vie d'adulte qui s'était enfin refermée d'elle-même. Je n'y suis pas retourné depuis. Ni pour la Toussaint, ni pour Noël, ni pour l'anniversaire de mon père en mars. J'ai envoyé des textos à ma mère. J'ai gardé les choses agréables et superficielles, et je n'ai rien expliqué. Le mois dernier, mon père m'a appelé et a demandé pourquoi. Je veux vous dire ce que j'ai dit, mais d'abord, je dois vous raconter tout ce qui s'est passé entre-temps. Parce que la conversation que j'ai eue avec mon père le mois dernier n'a été possible qu'à cause des 18 mois qui l'ont précédé. Et ces 18 mois ont été, je ne sais pas, les plus importants de ma vie. Peut-être que c'est probablement vrai. Suivez-moi. Ça s'améliore. Beaucoup mieux. Il y a une chose sur laquelle je veux être honnête avant de continuer. Le dîner de la Rolex n'était pas la première fois. C'était juste la dernière fois. Et il y a une différence importante entre ces deux choses que j'ai passé la majeure partie de ma vingtaine à ne pas comprendre. La première fois que je l'ai vraiment ressenti. Ressenti d'une manière qui s'est installée dans ma poitrine et y est restée. J'avais 16 ans. Guillaume en avait 19 et venait d'obtenir son permis de conduire, qu'il avait eu tard parce qu'il avait raté l'examen 2 fois. Quand il l'a finalement eu, mon père l'a emmené chez un concessionnaire et s'est porté garant pour une Clio d'occasion. Rien d'extravagant, mais c'était une voiture, et plus important encore, c'était un symbole. C'était mon père qui disait, « Tu es prêt. Je te fais confiance. »
Voici une clé. Quand j'ai eu 17 ans et que j'ai réussi mon examen du premier coup, j'ai mentionné à mon père qu'il pourrait être utile d'avoir accès à une voiture. Il a dit, il y a toujours le bus. Je ne pense même pas qu'il ait remarqué la différence. C'est presque la partie la plus difficile à accepter. Je pourrais continuer. Le compte épargne pour les études qui a été principalement dépensé pour les 3 premières années de Guillaume avant qu'on me dise qu'il était épuisé quand mon tour est venu. Le stage d'été pour lequel mon père a demandé une faveur pour Guillaume et n'a jamais proposé de faire de même pour moi. La façon dont chaque conversation pendant les fêtes était centrée sur le travail de Guillaume, l'appartement de Guillaume, la petite amie de Guillaume, l'avenir de Guillaume. Mais je ne veux pas que cela se transforme en une liste de griefs. Le but n'est pas l'inventaire. Le but est que j'avais discrètement absorbé le message pendant 29 ans. Et la nuit du dîner de la Rolex a été la nuit où j'ai finalement arrêté de contester ce que j'avais entendu depuis le début. Environ 3 semaines après ce dîner, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis presque 1 an. J'ai appelé une thérapeute. Elle s'appelait Dr Valero, elle avait un cabinet au-dessus d'un café, et elle était exactement aussi pragmatique que j'en avais besoin. Je n'y suis pas allé en cherchant quelqu'un pour valider mes griefs. J'y suis allé parce que j'avais commencé à remarquer que les mécanismes d'adaptation que j'avais développés pour gérer ma famille avaient commencé à déborder sur le reste de ma vie. Au travail, avec Camille, avec des amis, j'étais hyper vigilant à l'idée de prendre trop de place. Je m'excusais constamment. Je me sous-évaluais dans toutes les situations professionnelles parce que quelque part dans un coin de ma tête se trouvait cette voix qui avait décidé que j'étais celui qui ne méritait pas un discours ou une montre. Le docteur Valero n'a pas diagnostiqué mon père ou étiqueté mon enfance ou ne m'a pas donné la permission de couper les ponts avec ma famille. Elle m'a juste aidé à voir le schéma clairement sans le brouillard d'espérer que cela finirait par signifier quelque chose de différent. Pendant ce temps, les choses avec Camille s'effilochaient. Cette partie est douloureuse à écrire et je veux être juste envers elle. Donc, je vais le dire simplement. Camille était une bonne personne qui voulait un partenaire pleinement présent et je ne l'étais pas. Non pas parce que je ne tenais pas à elle. J'y tenais, mais parce que je n'avais jamais appris à demander ce dont j'avais besoin, et cela faisait de moi une personne frustrante à aimer. Nous avons rompu en novembre, environ 2 mois après le dîner de la Rolex, et c'était suffisamment mutuel pour qu'aucun de nous n'ait à être le méchant, mais assez douloureux pour que je ne dorme pas bien pendant des semaines. Donc, en décembre, j'étais célibataire, nouvellement en thérapie, et je ne rentrais pas à la maison pour les fêtes pour la première fois de ma vie. J'ai dit à ma mère que je passais Noël avec un ami, ce qui était techniquement vrai. Je l'ai passé avec mon ami Aziz, qui est l'un des êtres humains les plus drôles et les plus sincèrement décents que j'ai jamais rencontrés, qui ne m'a absolument rien demandé sur ma famille. Et a plutôt préparé une dinde qui était d'une certaine manière à la fois trop cuite et pas assez cuite en même temps. C'était le meilleur Noël que j'avais eu depuis des années. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure que je n'avais pas vue venir. En janvier, mon père a appelé. Pas un texto, un vrai appel téléphonique, ce qui pour mon père signifie généralement quelque chose de logistique. Il voulait savoir si je venais au dîner d'anniversaire de mariage de mes parents à la fin du mois. 35 ans. Ma mère avait prévu un petit rassemblement à la maison. J'ai dit que je ne pensais pas pouvoir venir. Il n'a pas insisté. Il a dit, d'accord, de la manière dont quelqu'un dit d'accord quand il s'attend à ce que vous fassiez marche arrière et quand je ne l'ai pas fait, l'appel s'est terminé en environ 90 secondes. 3 jours plus tard, ma mère a appelé. Son approche était plus chaleureuse, plus prudente. Elle a dit qu'elle avait remarqué que je n'étais pas venu, que je lui manquais, qu'elle espérait que tout allait bien. Je lui ai dit que tout allait bien. Elle a dit, ton père aimerait vraiment que tu sois là. Pas, j'aimerais vraiment que tu sois là. Ton père aimerait. Même l'appel émotionnel de ma mère était filtré à travers la hiérarchie, et je ne pense pas qu'elle se soit même entendue le faire. Je ne suis pas allé au dîner d'anniversaire. Mon frère m'a appelé la semaine suivante. Ça, je ne m'y attendais pas. Guillaume et moi ne nous appelons tout simplement pas. Nous existons dans la même famille. Nous sommes polis lors des rassemblements, mais nous n'avons pas de relation en dehors de ces rassemblements. Alors, quand son nom est apparu sur mon téléphone à 20h30 un mardi soir, je l'ai fixé pendant un moment avant de répondre. Salut, a-t-il dit. Salut, ai-je dit. Silence pendant un moment. Maman est contrariée, a-t-il dit. Je sais, ai-je dit. Elle pense que tu traverses quelque chose.
Je vais bien. Une autre pause. Ensuite, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à mon dîner de diplôme? Quelqu'un a dit qu'il s'était peut-être passé quelque chose de bizarre. Je veux vous décrire exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là parce que c'était spécifique et c'était étrange. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus proche de l'épuisement. L'épuisement de réaliser que même maintenant, personne ne posait vraiment la bonne question. Quelqu'un a dit qu'il s'était peut-être passé quelque chose de bizarre. Comme si le problème était un incident. Comme s'il y avait eu un verre renversé ou un toast gênant. Et si quelqu'un pouvait juste identifier l'incident et le régler, tout irait bien. Rien ne s'est passé, j'ai dit. Je prends juste un peu de distance avec la famille. Ouais. Ils ne savaient pas comment réagir à ça. Guillaume traite le monde de manière assez linéaire. Il y a un problème. On règle le problème. On passe à autre chose. Ce genre de situation ne rentre dans aucune de ces cases. Il y a eu une pause qui a duré assez longtemps pour être inconfortable. Et puis il a dit, eh bien, fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Et j'ai dit que je le ferais. Et c'était la fin. Mais cet appel a fissuré quelque chose parce que c'était la première fois que quelqu'un m'appelait directement au lieu de passer par ma mère. La première fois que quelqu'un reconnaissait calmement que j'avais peut-être une raison d'être parti plutôt que d'être simplement un obstacle à gérer. Ça n'a rien arrangé. Mais ça s'est logé au fond de mon esprit et cela reviendrait à avoir de l'importance plus tard. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que je n'avais dit à aucun d'eux, c'était que quelque chose se passait dans ma vie professionnelle qui était sur le point de changer tout le paysage. Je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable de taille moyenne depuis 4 ans, faisant un travail solide mais banal, en me disant que je faisais mes gammes. 3 semaines avant le dîner d'anniversaire que j'avais sauté, ma supérieure m'a appelé dans son bureau. Elle s'appelait Sylvie, et c'était l'une de ces managers qui vous donnait l'impression qu'elle vous avait cerné avant même que vous ne vous soyez cerné vous-même. Elle a fait glisser un dossier sur son bureau et a dit, « Je veux te faire passer au pôle conseil. J'ai observé ton travail et je pense que tu n'exploites pas tout ton potentiel dans ton rôle actuel. Cela impliquerait un changement de titre, une augmentation de salaire et un ensemble de responsabilités très différents. » Je suis resté assis là pendant une seconde. Puis j'ai dit, « Puis-je demander pourquoi maintenant ?» Elle m'a regardé fixement et a dit, « Parce que j'essaie de comprendre pourquoi tu continues à t'asseoir au fond de la classe alors que tu es clairement l'un des meilleurs éléments de la pièce. J'aimerais voir ce que tu ferais avec un plus grand rôle. » Je suis rentré chez moi ce soir-là et je suis resté assis dans ma voiture pendant un moment avant de rentrer à l'intérieur. Non pas parce que j'étais triste. Pour une fois, ce n'était pas ça. J'avais juste besoin d'une minute pour laisser entrer quelque chose que je tenais à distance depuis longtemps. Quelqu'un m'avait vu. Quelqu'un m'avait regardé directement et m'avait dit, « Tu vaux plus que ce qu'on t'a donné. » J'ai pensé à la brasserie. J'ai pensé à la carte des desserts. Puis je suis rentré et j'ai accepté le poste le matin. Les 12 mois suivants ont été les plus étranges de ma vie. Et je dis ça comme un compliment pour ces 12 mois. Je veux vous les raconter dans l'ordre parce qu'ils se sont construits les uns sur les autres d'une manière qui semblait aléatoire pendant qu'ils se produisaient et évidente avec le recul. N'est-ce pas toujours comme ça que ça se passe? Vous vivez ce qui ressemble à un désordre épars d'événements et vous ne pouvez pas en voir la forme jusqu'à ce que vous vous teniez de l'autre côté en regardant en arrière. J'ai pris le rôle de conseiller en février. Le premier mois a été sincèrement une leçon d'humilité. Le genre de leçon d'humilité qui vous fait réaliser combien de choses on faisait de manière compétente alors qu'on aurait pu les faire excellemment. Et l'écart entre ces deux choses est principalement une question de confiance. Sylvie m'a donné une liste de clients et a dit, va nouer des relations. Le travail technique est la partie facile. Elle avait raison. Le travail technique était la partie facile. La partie relationnelle était l'endroit où je devais réellement affronter la chose sur laquelle je travaillais avec le docteur Valero. La tendance à minimiser, à s'effacer, à s'excuser pour la place que je prenais avant même de l'avoir prise. J'ai eu un client très tôt, un chef d'entreprise nommé Hervé, qui gérait 3 garages automobiles et avait l'énergie d'un homme à qui on avait dit à tort qu'il allait mourir à 40 ans et qui avait par la suite décidé de vivre chaque jour bruyamment comme si c'était le dernier. Il avait 58 ans, riait de tout, y compris des choses qui n'étaient pas drôles. Et lors de notre deuxième réunion, il m'a regardé par-dessus un tableur et a dit, « Vous êtes trop prudent. Je vois bien que vous voyez le problème. Dites les choses, tout simplement.
J'ai dit les choses. Les choses, c'était que son deuxième garage perdait de l'argent de manière qui n'était pas évidente à partir des chiffres en surface, et que le réparer nécessiterait une conversation plus difficile avec le directeur de cet endroit que celle qu'Hervé avait été prêt à avoir. Il cligna des yeux en me regardant. Puis il a ri, ce qui, j'ai appris, était sa réponse à la plupart des contributions, quel qu'en soit le type. « Depuis combien de temps vous savez ça ?» a-t-il dit. « Environ 20 minutes après le début de notre première réunion, ai-je dit. » Il a tapé sur la table. « Alors qu'est-ce que vous attendiez ?» Honnêtement, Hervé, toute ma vie, en quelque sorte. Mais ça, je l'ai gardé pour moi. Le mois qui a suivi ma conversation avec Sylvie, j'ai commencé à chercher des appartements. Je louais un 3 pièces parfaitement adéquat dans lequel j'avais emménagé avec Camille et que j'avais gardé après la rupture. Mais il était plein de l'énergie fantôme particulière d'une relation qui n'avait pas vraiment fonctionné, et j'avais l'intention de déménager depuis des mois. J'ai trouvé un endroit dans un quartier que j'aimais, un 4 pièces, parce que je voulais un vrai bureau à domicile, et le loyer était plus élevé que ce à quoi j'étais habitué, mais l'augmentation de salaire l'a rendu possible. J'ai signé le bail en mars et j'ai emménagé un samedi avec l'aide d'Aziz et 3 pizzas moyennes. Aziz, pour mémoire, a apporté un cadeau de pendaison de crémaillère qui était une broderie encadrée où il était écrit « Tu habites ici maintenant », en lettres capitales, ce qui était à la fois profondément inutile comme décoration et l'une des choses les plus touchantes que l'on m'ait jamais données. Je l'ai quand même accroché au mur. L'appartement a changé quelque chose en moi d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je sais que ça ressemble à une publicité pour une agence immobilière. Je ne dis pas qu'un espace physique a réparé ma psychologie, mais il y a quelque chose dans le fait de construire un environnement qui est entièrement de votre propre choix. Des meubles que vous avez choisis, une cuisine remplie de choses que vous mangez réellement. Des murs qui ne contiennent aucun souvenir à part ceux que vous y créez. Cela renforce l'idée que vos préférences comptent, que ce que vous aimez vaut la peine d'être eu. Je ne m'étais jamais tout à fait laissé croire cela. En mai, 3 mois après avoir pris mon nouveau rôle, Sylvie m'a dit que j'étais en avance sur mon rythme. Elle l'a dit avec tellement de naturel que je ne l'ai presque pas enregistré. J'ai demandé ce que cela signifiait concrètement et elle a répondu que cela voulait dire de continuer à faire ce que je faisais et que nous aurions une conversation différente lors de mon évaluation annuelle. La conversation différente s'est avérée porter sur l'accélération de mon parcours pour devenir consultant senior. Un titre qui venait avec son propre bureau et un programme de rémunération qui m'a fait m'asseoir très immobile pendant un moment quand elle a mis le chiffre devant moi. J'ai dit oui si vite que c'en était presque embarrassant. Sylvie a souri et a dit « Voilà la personne que j'attendais ». Pendant tout ce temps, mes contacts avec ma famille sont restés minimes. Des textos avec ma mère, peut-être une fois par semaine, rien de substantiel. Mon père m'a envoyé des textos 2 fois durant tout le printemps. Une fois pour me dire que le FC Nantes avait réussi à faire quelque chose de décevant, ce qui est tellement typique que cela compte à peine comme une information, et une fois pour dire que ma mère préparait mon plat préféré si je voulais passer. J'ai répondu aux deux avec quelque chose de court et de sympathique et je n'y suis pas allé. Je ne dramatisais pas la distance. Je ne punissais personne ou ne nourrissais pas de plan. Je n'étais tout simplement pas prêt. Je n'avais pas trouvé ce que je voulais dire, ni si le dire aurait de l'importance, ni à quoi ressemblerait même une relation avec ma famille si elle ne ressemblait pas à celle que nous avions toujours eue. Le docteur Valero n'arrêtait pas de me demander quel résultat j'espérais. Et pendant des mois, je n'avais pas de réponse. Vers le mois de juin, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Elle s'appelle Taï. Elle a 32 ans. Elle est ingénieure civile et elle a la confiance particulière d'une personne qui ne s'est jamais excusée d'être douée pour les choses. Nous nous sommes rencontrés à une fête d'anniversaire pour la petite amie d'Aziz et nous avons passé environ 4 heures dans un coin à parler de choses dont je ne parle pas habituellement lors d'une première rencontre. La famille, le travail, ce dont nous étions fiers, ce que nous aurions aimé faire plus tôt. Elle ne faisait pas de spectacle pour moi. Elle parlait simplement. Ce furent les 4 heures les plus relaxantes que j'avais passées avec une nouvelle personne d'aussi loin que je me souvienne. Lors de notre 3e rendez-vous, elle a dit « Tu as cette manie de commencer à dire quelque chose, puis de te raviser pour dire quelque chose de plus anodin. » Je l'ai remarqué 2 fois maintenant. J'ai dit « J'y travaille. » Elle a dit « Bien. » Et c'était tout. Pas de développement, pas de correction, juste une reconnaissance. Et puis elle est passée à autre chose. Elle n'est pas Camille,
et je ne suis pas celui que j'étais quand j'étais avec Camille. Et je pense que ces deux faits sont tout aussi importants. À la fin de l'été, j'avais le travail, l'appartement, la relation, la thérapie, ce qui ressemble à une liste sur la façon de réparer sa vie. Et je ne veux pas donner l'impression que c'était sans friction, car ça ne l'était pas. Il y a eu des semaines où la distance avec ma famille me semblait juste et des semaines où elle me rendait triste d'une manière difficile à articuler. Pas de la nostalgie exactement, mais une sorte de deuil pour la famille que j'aurais aimé avoir plutôt que celle que j'avais réellement. Le docteur Valero m'a dit que ces sentiments pouvaient coexister, ce qui était agaçant à entendre et exact. Ce qui se construisait tranquillement était quelque chose que je n'avais pas encore totalement nommé. Un sentiment de mon propre poids, d'être une personne qui prend une quantité d'espace proportionnée et qui a la légitimité pour dire ce qu'il pense réellement. De ne pas avoir besoin de réduire ce que j'avais accompli en quelque chose de plus acceptable avant de le présenter à ma famille. Et puis en septembre, Guillaume m'a rappelé. Cette fois, son ton était différent, moins transactionnel. Il a dit qu'il avait repensé à notre dernière conversation, celle de janvier où j'avais dit que je prenais du temps. Il a dit, je ne savais pas vraiment quoi dire à l'époque. Je ne suis pas sûr de savoir quoi dire maintenant non plus, mais je voulais t'appeler. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Il a dit, est-ce que c'est à propos du dîner? L'histoire du diplôme? Et cette fois, j'ai dit, oui, Guillaume, c'est à propos de ce dîner. Il est resté silencieux pendant un moment, assez longtemps pour que je pense que l'appel avait peut-être coupé. Puis il a dit, l'histoire de la montre? Pas seulement la montre, ai-je dit. Mais oui, ce fut la nuit où j'ai arrêté de faire semblant que l'histoire de la montre allait bien. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas défendu notre père. Il a juste dit, je comprends. Et je pense qu'il le pensait parce qu'il sait. Il doit savoir à un certain niveau. La façon dont les personnes qui grandissent dans une maison connaissent toujours son architecture tacite, même si elles ne le disent jamais à voix haute. Je ne suis pas parti pour toujours, je lui ai dit. J'essaie juste de comprendre certaines choses. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes de rien d'important. Son travail, mon travail, un film terrible que nous avions tous les deux regardé, et ce fut la conversation la plus honnête que j'ai eue avec mon frère de toute ma vie d'adulte. Mon père n'avait toujours pas appelé. Mon père attendait toujours que cela se résolve tout seul, ce qui avait été son approche pour la plupart des choses m'impliquant pendant 29 ans. Cela était sur le point de changer. Octobre est arrivé et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 1 an. J'ai sérieusement réfléchi à ce à quoi je voulais que la conversation avec mon père ressemble. Je veux être clair sur ce que je ne faisais pas. Je ne complotais pas pour me venger. Je ne construisais pas de dossier pour l'humilier. Je suis expert comptable, pas avocat. Et même si j'avais l'instinct pour ce genre de théâtre, cela n'aurait pas été ce que je recherchais. Ce que je voulais était plus simple et plus difficile qu'une vengeance. Je voulais être vu. Je voulais la vraie conversation, celle où je disais à voix haute ce qui était vrai depuis des décennies. Et il devait s'asseoir dans la même pièce avec cela plutôt que de chercher une carte des desserts. Mais j'avais assez appris du docteur Valero pour savoir que vouloir quelque chose ne signifie pas qu'on y est prêt. J'ai donc passé la majeure partie d'octobre à me préparer. La première chose que j'ai faite a été de noter dans un carnet toute la conversation que je voulais avoir. Pas un script exactement, mais une feuille de route. Les choses que je devais dire, les choses que j'étais prêt à entendre, les choses sur lesquelles je n'étais pas prêt à faire des compromis. Le docteur Valero l'avait suggéré des mois plus tôt, et j'y avais résisté de la même manière que je résiste à la plupart des choses qui exigent que je reste assis avec mes propres sentiments pendant plus de 12 minutes. Mais je l'ai fait sur 3 soirées à la table de ma cuisine, et ce fut comme désamorcer quelque chose que je n'avais pas réalisé porter en moi. Ce qui est ressorti de ce processus a été une idée plus claire de ce que je voulais réellement. Je ne voulais pas que mon père s'effondre en larmes et se déclare être un échec. Je ne voulais pas d'excuses qui semblaient contraintes. Je voulais qu'il comprenne spécifiquement et concrètement ce que le schéma de son comportement m'avait communiqué au cours de ma vie. Je voulais qu'il doive retenir cette information plutôt que de s'en détourner. Et je voulais qu'il pose la question plutôt que ce soit moi qui doive m'insérer dans son attention comme je l'avais fait toute ma vie. Cette dernière partie était importante. J'avais passé 29 ans à me contorsionner pour m'intégrer dans le champ de vision de ma famille. J'avais fini d'initier. Si mon père voulait savoir pourquoi j'étais parti, il allait devoir le demander. La deuxième chose que j'ai faite a été d'appeler ma mère.
C'était plus difficile que d'écrire dans le carnet. Ma mère n'est pas mon père. Ma mère est quelqu'un qui m'aime et qui aussi, par une combinaison d'évitement des conflits et de longues habitudes, a participé à une dynamique familiale qui m'a rendu invisible. Ces deux choses coexistent, et j'avais fait attention à ne pas les confondre. L'appeler m'a fait l'effet d'ouvrir quelque chose de délicat. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et a dit « Antoine », d'une voix qui contenait environ 6 mois d'inquiétude en 3 syllabes. Je lui ai dit que j'allais bien. Je lui ai dit que j'avais beaucoup réfléchi et que j'étais dans une bonne position. Et puis je lui ai dit quelque chose que je ne lui avais jamais dit directement. Maman, j'ai besoin que tu comprennes que cette distance en ce moment, ce n'est pas un caprice de ma part. Quelque chose ne va pas depuis longtemps, et je m'en occupe enfin. Je t'aime et je ne disparais pas, mais j'ai besoin que papa me contacte réellement. Pas à travers toi, pas à travers Guillaume. Lui. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, « Qu'est-ce qu'on a fait, Antoine ?» Le on est ce dont je me souviendrai de cette conversation car c'était la première fois qu'elle reconnaissait, sans que j'aie à l'expliquer, que quelque chose avait été fait plutôt que simplement ressenti. Ce n'est pas rien. J'ai dit, je pense que tu en sais déjà une partie, mais j'ai besoin d'avoir la conversation avec papa. Elle s'est mise à pleurer doucement. Elle a dit qu'il n'était pas doué pour ça. Je sais, ai-je dit, mais je ne vais pas lui faciliter la tâche en ne l'exigeant pas. Nous avons parlé pendant encore une demi-heure. Elle m'a dit qu'elle lui parlerait. Je lui ai demandé de ne pas lui mâcher le travail ou de lui préparer un scénario, juste de lui dire que s'il voulait comprendre pourquoi j'étais parti, il devait m'appeler lui-même. Elle a dit qu'elle le ferait, et je l'ai cru. La troisième chose que j'ai faite a été de tout raconter à Taï. Toute l'histoire, de la voiture pour laquelle mon père s'était porté garant pour Guillaume jusqu'à la Rolex et la carte des desserts. Nous étions dans son appartement et elle a tout écouté sans m'interrompre, ce qui pour Taï est un acte de retenue extraordinaire. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit, « Donc, tu as attendu qu'il te remarque toute ta vie ?» « Ouais, ai-je dit. »« Et maintenant tu as fini d'attendre ?»« Ouais. » Elle a hoché lentement la tête. « Bien. De quoi auras-tu besoin de ma part quand ça arrivera ? Je veux dire quelque chose sur cette question parce que je pense qu'elle est importante. De quoi auras-tu besoin de ma part quand ça arrivera ? Pas de quoi auras-tu besoin de ma part si ça arrive, mais quand ? Elle a juste supposé que j'allais le faire et a demandé comment elle pouvait m'aider. Je n'avais jamais été avec quelqu'un qui avait fait cette supposition particulière à mon sujet auparavant et je suis resté avec ça pendant une seconde. Je pense que j'ai besoin que tu saches ce qui s'est passé, j'ai dit après avoir terminé. Elle a dit d'accord et a attrapé la télécommande. L'appel est arrivé 3 semaines et demie plus tard, le mois dernier, un jeudi soir de novembre, le nom de mon père sur mon téléphone. Avant d'entrer dans ce qui a été dit, je veux vous dire quelque chose que je ne sais que parce que Guillaume me l'a dit plus tard. Apparemment, ma mère avait parlé à mon père juste après notre appel. « Richard, ton fils est parti depuis 1 an et tu n'as pas décroché le téléphone une seule fois. Quoi que tu penses qu'il se passe, tu dois réparer ça. » Et mon père avait apparemment répondu, « Il va revenir. » Et ma mère avait dit, « Il ne reviendra pas. Il est déjà ailleurs. C'est à toi d'y aller. » J'aime ma mère. Je veux être clair à ce sujet. Ce n'est pas une méchante. C'est une femme qui a passé 35 ans à maintenir la paix dans une maison qui nécessitait beaucoup de maintien de la paix. Et elle a finalement décidé, pour cette seule chose, d'arrêter de la maintenir. Alors mon père a appelé. J'ai laissé sonner une fois. Puis j'ai répondu, « Allô ?» Il a dit, « Allô. Papa. » Une pause. Il fait ce truc quand il est mal à l'aise où il s'éclaircit la gorge 2 fois avant de dire quoi que ce soit de substantiel. 2 raclements de gorge. Pile à l'heure. Je voulais appeler pour prendre des nouvelles, a-t-il dit. On ne s'est pas beaucoup parlé. Non, ai-je dit, c'est vrai. Une autre pause. Ta mère dit que tu as des choses en tête. J'ai pris une inspiration. Et j'ai décidé à ce moment-là que je n'allais pas lui faciliter la tâche. Pas cruellement. Je n'allais pas lui raccrocher au nez ou lui jeter la pire version de l'histoire dans les 30 premières secondes, mais j'allais le faire travailler pour ça. J'allais exiger qu'il pose la vraie question plutôt que de tourner autour du pot pour toujours. J'ai quelque chose dont j'aimerais te parler, ai-je dit. Mais je pense qu'il serait préférable de le faire en personne. Peux-tu me rejoindre pour dîner ?
Il a eu l'air légèrement soulagé, ce que j'ai trouvé presque drôle. Il pensait probablement que s'il pouvait juste m'amener à une table, l'énergie se dissiperait et nous reviendrions à la case départ. C'est le schéma que nous avons toujours eu. Le repas arrange les choses. Tout le monde est rassasié. Personne ne dit la chose difficile. On rentre chez soi et on dit que tout va bien. Pas cette fois. Bien sûr, a-t-il dit. Dis-moi où. Et j'ai pensé à la brasserie, aux cartes en cuir, au serveur qui remplissait votre verre d'eau. J'ai pensé à l'écrin bleu marine, au toast de 5 minutes et à la crème brûlée. J'ai nommé un restaurant, un bon, et je lui ai demandé de me rejoindre à 19h samedi. Il a dit, à samedi. Je me suis assis sur mon canapé pendant 1 minute après avoir raccroché. Puis j'ai envoyé un texto à Taï. Il a appelé. Dîner samedi. Elle a répondu par un seul emoji pouce levé, ce qui de la part de Taï signifie « J'ai une totale confiance en toi et je ne poserai aucune question de suivi jusqu'à ce que tu veuilles parler », ce qui est mon type de soutien préféré. Samedi était dans 4 jours. J'étais prêt, plus près que je ne l'avais jamais été pour quoi que ce soit. J'ai bien dormi chaque nuit. Mon père était déjà là quand je suis arrivé. Il était assis à une table près de la fenêtre, portant une chemise à col qu'il réserve à ce qu'il considère comme des occasions formelles, ce qui dans sa taxonomie inclut les rendez-vous chez le médecin, les enterrements, et apparemment les dîners avec le fils dont il s'était éloigné depuis un an sans se rendre compte qu'il le faisait. Il s'est levé quand je suis entré. Nous avons fait la brève accolade avec tape dans le dos qui est la spécialité de Richard. Assez près pour compter, assez rapide pour ne rien signifier. Nous avons commandé des boissons. Il m'a posé des questions sur le travail de manière générale. Je lui ai dit que ça allait bien. Il a dit que c'était bien. Les verres d'eau ont été remplis. C'était pendant environ 4 minutes, exactement comme tous les autres dîners que nous avions jamais eus. Puis j'ai posé ma carte et j'ai dit, « Papa, je veux parler de quelque chose. Je veux parler des raisons pour lesquelles je n'ai pas été là. » Sa main toujours sur son verre. « D'accord, » a-t-il dit. J'avais réfléchi à la façon d'aborder ça pendant un mois. Je ne voulais pas arriver avec une liste. Je ne voulais pas que ça ressemble à un réquisitoire. Je voulais lui donner une image claire et spécifique et le laisser s'asseoir avec. Je veux revenir au dîner de diplôme de Guillaume, j'ai dit. Il y a environ 18 mois. Te souviens-tu quand Laurence a posé des questions sur mon diplôme? Il a regardé la table pendant un moment. Puis il m'a regardé. Je me souviens du dîner. Quand elle a abordé le sujet, tu as dit que tu étais fier de moi aussi. Et puis tu as demandé qu'on te resserve du café. Et je suis resté assis là pendant 1 autre heure et puis je suis rentré chez moi. Il est resté silencieux. Ce fut la nuit où j'ai réalisé que j'en avais fini de faire semblant qu'une chose n'était pas vraie alors qu'elle l'avait été toute ma vie, j'ai dit. C'est que tu aimes Guillaume et que tu m'aimes. Mais tu ne nous as jamais vus de la même manière. Il a droit au toast. Il a droit à l'écrin. Il a droit aux 5 minutes où tu deviens un peu émotif et où tout le monde applaudit. Et moi, j'ai droit à l'idée de moi. La version de moi qu'il est agréable de reconnaître quand quelqu'un d'autre en parle. Je n'étais pas en colère quand je l'ai dit. Je veux être clair à ce sujet. J'étais passé au travers de la colère environ 10 mois plus tôt dans le bureau du docteur Valero un mardi après-midi. Ce que j'ai ressenti assis en face de mon père était quelque chose de beaucoup plus calme, une sorte de précision, comme si je posais quelque chose sur la table entre nous avec les 2 mains avec précaution et que j'attendais de voir ce qu'il allait en faire. Il s'est éclairci la gorge 2 fois. Antoine, a-t-il commencé. Je n'ai pas fini, ai-je dit doucement. J'ai besoin de quelques minutes de plus. Il a hoché la tête. Le dîner n'était pas la première fois. C'était juste la fois où j'ai enfin prêté attention à ce que cela signifiait. La voiture, le compte épargne, chaque conversation de vacances qui portait sur la vie de Guillaume avec la mienne comme note de bas de page. Je ne pense pas que tu le faisais exprès. Je le crois vraiment. Mais l'intention ne change pas ce qu'elle communiquait. Ce qu'elle communiquait à chaque fois, c'était que je ne valais pas la même pause, la même reconnaissance, le même effort. Le restaurant bourdonnait autour de nous. Quelqu'un a ri à une table de l'autre côté de la pièce. Mon père semblait plus vieux assis là que je ne l'avais jamais remarqué. Pas fragile. Ce n'est pas un homme fragile,
mais sincèrement usé comme une personne qui vient de comprendre quelque chose qui ne peut être compris en douceur. Il a dit, tu as eu ton diplôme au printemps. En mai, ai-je dit. J'aurais dû faire quelque chose. Oui, papa. Tu aurais dû. Il expira longuement et lentement comme s'il laissait sortir quelque chose qu'il avait retenu sans le savoir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, a-t-il dit. Je n'ai pas de bonne réponse à ça. J'ai failli dire ce n'est pas grave parce que c'est la réponse réflexe que je m'entraînais à perdre depuis 1 an et demi. Au lieu de cela, j'ai dit, je sais que tu n'en as pas, mais j'avais besoin que tu saches que j'ai remarqué. Et voici la partie dont j'ai besoin de vous parler parce que c'est la partie qui m'a surpris. Mon père s'est penché de l'autre côté de la table. Cet homme qui exprime ses émotions à travers les scores de golf et de temps en temps une tape dans le dos, et il a mis sa main sur la mienne brièvement, de la manière dont on verrait un père beaucoup plus démonstratif le faire dans un film. Et il a dit, je suis désolé, Antoine. J'ai compris. Ce ne fut pas un effondrement. Ce ne fut pas un drame de prise de conscience. Ce ne fut pas la version de cette scène que vous pourriez construire dans votre tête où le père pleure et raconte chaque moment où il vous a fait défaut et promet d'être différent pour toujours. C'est la vraie vie et la vraie vie est plus silencieuse que ça. Mais il l'a dit et il l'a dit en me regardant et il n'a pas dévié ou minimisé ou cherché une carte des desserts. Nous sommes restés assis là pendant un moment. Puis j'ai dit, je veux une relation avec toi, papa. Je ne suis pas parti. J'avais juste besoin que tu viennes vraiment me trouver au lieu d'attendre que je revienne. Il a dit, j'aurais dû venir plus tôt. Ouais, ai-je dit, mais tu es venu. Nous avons dîné. C'était sincèrement agréable de la façon dont les choses peuvent être agréables quand la partie la plus difficile a déjà été dite. Il a posé de vraies questions sur mon travail, et j'y ai répondu honnêtement et en détail, au lieu de lui donner la version condensée je ne veux pas prendre trop de place. Il m'a parlé du projet de jardin de ma mère et d'un voyage qu'il prévoyait pour le printemps. Des choses normales, des choses de famille. Elles semblaient différentes portées par une conversation qui avait d'abord purifié l'air. Quand l'addition est arrivée, il l'a prise sans demander. Sur le parking, il m'a encore serré dans ses bras, différent cette fois, plus long. Il m'a tapoté dans le dos mais ne m'a pas lâché aussi vite. On fera mieux, a-t-il dit. Je sais, ai-je dit. Et je le pensais avec prudence. De la façon dont vous le pensez quand vous croyez que quelque chose est possible sans être certain que ce soit garanti. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé Taï. Elle a répondu à la première sonnerie. Il a dit désolé, ai-je dit. Il le pensait. Je crois. Bien, a-t-elle dit. Est-ce que tu vas bien? Je me suis assis dans ma voiture un instant, vérifiant réellement plutôt que de répondre en pilote automatique. Ouais, j'ai dit. Je crois que je le suis vraiment. Donc, voici où en sont les choses. Je suis rentré à la maison pour la Toussaint. La première fois en plus d'1 an. La cuisine de ma mère. Les commentaires de football de mon père. Guillaume faisant une blague pince sans rire sur les patates douces qui étaient plus drôles qu'il n'en avait l'intention. À un moment donné, mon père s'est approché de moi dans la cuisine alors que nous attrapions tous les deux la même cuillère de service et il m'a juste regardé et a hoché la tête. La façon dont les gens reconnaissent quelque chose sans le dire à nouveau. J'ai hoché la tête en retour. Nous nous sommes servis et sommes allés à la table. Ce n'est pas réglé. On ne défait pas 30 ans d'un schéma avec un seul dîner honnête. Mais quelque chose a changé. Les faux semblants ont cessé. Et faire semblant, j'ai décidé, c'est la partie qui me coûtait en fait le plus cher. Taï est venue pour ce grand repas de famille. Ma mère l'a entraînée dans la cuisine pour voir les plans du jardin et elles y sont restées pendant 40 minutes. Et quand elles en sont sorties, elles avaient l'énergie particulière de 2 femmes qui ont décidé qu'elles s'appréciaient, ce qui a rendu tout l'après-midi simultanément plus facile et plus terrifiant. La promotion a eu lieu en octobre. Consultant senior, mon propre bureau, un chiffre sur ma fiche de paie que l'Antoine de 23 ans aurait pris pour une faute de frappe. Sylvie m'a serré la main et a dit, ne vous installez pas trop confortablement. Ce qui de sa part signifie qu'il y a plus à venir. Je ne me suis pas acheté de Rolex. J'y ai pensé. Il y avait définitivement une version de cette histoire qui se terminait de cette façon et qui semblait symbolique. Mais ce que j'ai réellement payé, c'est une tournée de verre pour Aziz et 2 amis un vendredi soir. Et je me suis assis à ce bar avec des gens qui m'avaient vu clairement depuis le début.
Et c'était mieux que n'importe quel morceau de métal à mon poignet. Je sais ce que je vaux maintenant. Cela m'a pris un certain temps, mais je le sais. Commentaire, je voulais prendre un moment pour partager avec vous ce qui me touche le plus dans ce témoignage. Nous passons parfois des années à chercher la validation des autres en oubliant de reconnaître notre propre valeur. Poser des limites saines ne signifie pas nécessairement crier ou chercher à se venger. C'est souvent un acte silencieux de respect envers soi-même qui consiste à refuser de rester dans l'ombre. Guérir demande un courage immense pour regarder la réalité en face et choisir la paix intérieure au lieu de l'illusion. Je crois sincèrement que le véritable amour de soi commence le jour où l'on cesse d'attendre que les autres nous donnent la permission d'exister pleinement. Il est toujours possible de reconstruire des relations sur des bases authentiques quand on ose exprimer sa vérité avec calme et fermeté. Entourez-vous de personnes qui célèbrent vos victoires sans que vous ayez besoin de le réclamer. Je vous invite à réfléchir à la place que vous occupez dans votre propre vie et à ne jamais vous excuser de briller. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre dignité ne se négocie jamais. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.